Crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. C'est une idée que j'ai en tête depuis pratiquement 10 ou 11 ans, juste après mon tout premier film. J'avais cette idée de mettre au centre d'un récit à suspense cette fameuse boîte noire dont les journalistes nous parlent sans qu'on sache à quelle réalité vraiment ça correspond. Et je trouvais ça passionnant, cette fameuse boîte noire qui enregistre toutes les conversations dans un cockpit, etc. Et donc c'est vrai que je m'y suis attelé à ce moment-là, mais je me suis rendu compte que ça nécessitait un travail de documentation tel, et c'est vrai que j'avais besoin sans doute de m'exercer, d'essayer de faire d'autres films avant celui-ci. Et je crois que ça, c'était pas du tout conscient, mais j'ai mis beaucoup plus de temps. C'est vrai que le scénario ça a été un travail qui a été long, mais ce travail de documentation m'a pris beaucoup de temps. Alors ça s'est enchaîné sur plusieurs années en fait. Et je crois que j'ai eu besoin de faire ces films et de ce travail de documentation avant de m'atteler vraiment à Boîte Noire et de le réaliser. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Il y a des films sur des catastrophes aériennes où vous êtes dans l'avion, et d'ailleurs d'excellents films, mais de présenter ce monde-là, presque d'un point de vue sociologique, j'ai envie de dire, il n'y en a pas vraiment. En plus, c'est un milieu que je trouve très mystérieux, méconnu, qu'on n'a pas beaucoup vu, où se côtoient des acteurs aux intérêts divergents entre les constructeurs, la compagnie aérienne, les pilotes. Et puis j'ai été amené à rencontrer, je ne connaissais pas l'existence du BEA, qui est ce bureau d'enquête et analyse, qui est le bureau pour lequel travaille le personnage de Pierre Ninet dans le film, qui est l'autorité compétente en charge des accidents d'avion. Et ça a été fascinant. J'ai eu la chance vraiment que le BEA m'ouvre ses portes quand je leur ai exposé mon projet. Ils ont vraiment fait preuve d'ouverture d'esprit. Je leur ai dit que je voulais vraiment faire une fiction, mais que je voulais en même temps que le film soit extrêmement réaliste et authentique sur la manière dont ils travaillaient. Et j'avais vraiment envie de mettre la lumière sur cette autorité assez méconnue. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Le fait que je ne sois pas là à reconstituer un crash qui a réellement existé, je crois que ça les a rassurés. Et puis par contre, par exemple, je leur avais demandé est-ce que je peux écouter des boîtes noires, des conversations déjà existantes. Ça ils n'ont pas souhaité. Et je peux le comprendre évidemment, parce que c'est quand même quelque chose d'assez morbide. C'est l'enregistrement des dernières paroles d'un équipage avant un crash. Mais pour autant, non, j'ai eu vraiment la possibilité de m'entretenir longuement avec eux et à plusieurs reprises. Je leur ai même, une fois après ces longues années d'entrevues avec eux, et quand je suis arrivé avec un scénario, une première version aboutie, vraiment je leur ai demandé de le relire pour tout l'aspect technique. Je voulais vraiment savoir si ça sonnait juste, quels étaient les termes qu'ils employaient. Donc ils ont eu vraiment un apport très important, et je pense que sans leur aide et sans l'aide logistique aussi qu'ils m'ont apporté, j'aurais pas pu faire ce film. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Certaines personnes qui lisaient le scénario se craignaient par moments les acronymes, les termes très techniques, etc. Mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas survoler l'aspect technique. Et je savais que le film, il aurait cette force, il aurait cette authenticité, ce réalisme, si justement on allait dans le cœur des choses et qu'on présentait réellement, qu'on essayait d'être le plus réaliste et d'essayer d'utiliser vraiment les termes les plus réalistes. Et je me souviens, adolescent, quand j'avais vu Wall Street, à l'âge de 10 ans, qui parle de finance, je ne connaissais rien, je ne comprenais pas ces enjeux techniques, la technicité des termes employés, mais pour autant, je comprenais l'enjeu humain qu'il y avait dans les scènes, et c'est pour moi le plus important. Et si le spectateur comprend la tension, les problèmes relationnels qu'il y a, les conflits entre les personnages, c'est ce qui est le plus important. Et je crois que même si le film est parfois en avance un peu sur le spectateur, vous êtes en tout cas j'ai tenté que le spectateur soit vraiment actif. T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, moi je la connais. J'ai eu la chance vraiment d'avoir un distributeur qui dès le départ a vraiment aimé le film, aimé le scénario. Par exemple, je pensais qu'ils allaient vouloir peut-être tirer le film vers quelque chose de l'ordre de plus de l'actionneur ou d'avoir des scènes d'action. Et en fait, pas du tout. Ils ont tout de suite compris que j'avais envie de faire un vrai thriller paranoïaque avec cette influence mythique de ces films des années 70 qui m'ont nourri adolescent. À
à la Pakula. Et ils ont compris et ils étaient partants vraiment. Et j'étais le premier étonné vraiment. Et j'ai eu la chance vraiment à nouveau de travailler avec Pierre Niney qui a amené, je trouve, énormément de choses dans l'incarnation de son personnage, dans cette tension, cette fébrilité. Parce qu'on doute en fait du personnage principal dans le film. On se demande, ce type qui est tellement obsédé dans la quête de vérité, si lui-même ne s'égare pas dans des théories complotistes, quoi. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Et c'est là où vous placez le spectateur dans un état actif. Et c'est-à-dire qu'on se dit que ça peut être un acte terroriste, ça peut être une défaillance technique, ça peut être une erreur peut-être de pilotage. On ne sait plus. Et même les professionnels entre eux, les techniciens, sont en désaccord. Donc on ne sait plus où est la vérité, où est ce qui est faux, ce qui est vrai. Et je trouve que c'est assez pertinent avec le monde dans lequel on est par rapport à la technologie. Qui fait qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, avec le fait que tout soit dématérialisé, ça crée de la paranoïa, cette technologie, plus que ça nous complique la vie, plus que ça nous la simplifie. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. Il est à la fois très rationnel, il tente d'être le plus précis possible et en même temps il a une part de subjectivité. Et on ne sait pas si son intuition prend le pas sur ce côté très rationnel. Et moi ce qui me touche beaucoup dans le film, c'est qu'à un moment donné, il est prêt à sacrifier tellement de choses pour cette quête de vérité et ça devient obsessionnel. Et c'est vrai que je suis assez fasciné par ces personnages un peu jusqu'au boutistes, obsessionnels. Et à la fin, il n'a plus que ça, quoi. Il est complètement démuni, quoi. Et je trouve ça assez beau et triste, mélancolique. Et ce qui me plaisait dans le film, c'est qu'à la fois l'hostilité vient du monde extérieur, mais qu'aussi c'est un personnage qui se débat avec lui-même. Et que le conflit, il est essentiellement aussi intérieur. Et donc on doute donc en permanence, quoi. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800. Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. Dès le départ, le dispositif de mise en scène a été d'épouser le plus possible le point de vue du protagoniste. Ça aide, si vous voulez, vous rentrez dans son cerveau. Moi, c'était l'idée vraiment de plonger. Il y a cette scène très importante à mes yeux dans le film où il tente de déterminer ce qui a pu se produire pendant le vol, où là, carrément, le film bascule dans quelque chose de très mental et il est projeté pendant le vol. Donc c'était vraiment un dispositif de mise en scène que j'avais en tête depuis le début et d'essayer principalement de tout le temps être avec lui, quoi. C'est un film très très subjectif. Et le fait, je pense, qu'on soit tout le temps avec lui, qu'on ne le quitte pas d'une semelle, crée, je pense, ce doute, cette paranoïa. Et c'est vrai, vous disiez, le rôle de l'acteur, là, il est primordial. La manière dont et c'est des choses qui passent pas. Il n'a pas de béquille avec le dialogue. C'est lui qui doit le faire passer par ce malaise, par cette fébrilité. Et évidemment, le risque, c'est d'en faire trop. Et je trouve qu'il arrive à trouver Moi, je suis assez impressionné à chaque fois, quand je revois le film, par ce que Pierre amène cette tension, cette nervosité, cette fébrilité qu'il arrive à distiller et c'est à rendre palpable à l'écran. Vous êtes allé trop loin. À l'écriture avec les scénaristes, Simon Mouterou et Nicolas Bouvet, je leur disais, cette séquence, c'est l'ADN du film. C'est l'ADN du film. Je fais ce film pour cette séquence et aussi pour le plan séquence d'ouverture. C'était des scènes capitales. Et pour moi, cette scène-là, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on rentre, tout d'un coup, le film bascule dans quelque chose d'abstrait, de mental, où on rentre vraiment dans la psyché du personnage et on se demande si cette projection mentale, est-ce qu'elle est le fruit d'un résultat très, très scientifique de la part du héros, ou bien si c'est vraiment le fruit d'une totale subjectivité, et ici il se trompe complètement. Et ça me plaisait beaucoup. Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires. Dès le départ, si vous voulez, dans le pitch même du film, le fait de s'intéresser à cette fameuse boîte noire qui enregistre les conversations dans le cockpit et de mettre cet objet iconique, mystérieux, au centre du récit, de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? On va analyser cet enregistrement qui, il faut le savoir, extrêmement dégradé, en fait, puisque le cockpit d'un avion est un lieu très bruyant. Et du coup, ça crée des ressorts dramatiques très intéressants parce que voilà, on ne serait pas d'accord, nous deux, si on écoutait cet enregistrement. Vous entendriez peut-être un son que moi, je n'entendrais pas. On ne serait pas d'accord sur un mot. Vous entendez ce mot-là, moi, j'entends un autre. Et du coup, ça crée un ressort parce qu'il y a une divergence d'interprétation. Et là, ça devient vraiment passionnant. Donc le son, il a été, dès le départ, si vous voulez, ça a été évidemment une problématique fondamentale qui était déjà dans le scénario.
Et ça n'a fait que ce travail-là, évidemment, on l'a poursuivi au montage son, on a apporté un soin particulier à ça. Et puis le son, on parlait de films de genre tout à l'heure, je trouve que le son, moi, m'aide à créer une expérience vraiment immersive. C'est-à-dire que le film, c'est pas simplement raconter une histoire en essayant de la raconter le mieux possible, mais c'est vraiment de créer une expérience. Et une expérience où le spectateur est vraiment plongé dans le film. Et le son m'aide à créer ce côté très immersif que j'adore moi au cinéma.